Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment configurer le décodeur d'accessoires pour signaux SNCF, le décodeur LEA signal SNCF. Pour configurer ce décodeur d'accessoires, il faut un logiciel de configuration qui est téléchargeable sur le site de l'IGA dans la partie documentation. Voilà, le programme est téléchargeable à cet endroit-là. Alors ce n'est pas le logiciel de configuration des boîtiers, mais le programme d'installation du logiciel de configuration. Il est téléchargeable dans deux formats, soit au format exe, soit au format zip. Lorsque vous avez téléchargé, vous lancez ce programme d'installation. Une fois que l'installation est terminée, vous allez retrouver le programme LEA configuration dans le menu démarrer. Lorsque le logiciel de configuration est installé, vous le lancez, puis vous raccordez le décodeur à l'ordinateur au moyen d'un cordon USB. Le décodeur va apparaître dans la fenêtre du logiciel de configuration. Il y a son numéro de série, son type et son nom. Comme c'est une première configuration, il n'y a pas encore de nom qui a été attribué au boîtier. On sélectionne son numéro de série et on clique sur le bouton Connexion. La fenêtre de configuration apparaît. En partie basse, il est indiqué que les CV sont en cours de lecture. Ça dure environ 5 secondes. Lorsque les CV sont lus, la fenêtre a cet aspect. En partie supérieure, on va pouvoir saisir le nom du décodeur. En partie inférieure, nous avons des informations sur le nombre de sorties libres et des boutons. Nous détaillerons cette partie ultérieurement. Et en partie centrale, ce sont les paramètres du décodeur. On retrouve plusieurs onglets, un onglet paramètres et des onglets éléments numéro 1 à 6, sachant qu'on peut en avoir jusqu'à 8 en fonction des différents éléments qui ont été renseignés. Nous allons maintenant détailler chacun de ces onglets. L'onglet paramètres permet de définir le fonctionnement global du décodeur. Son adresse tout d'abord. Vous pouvez spécifier la première adresse utilisée, première adresse DCC, adresse du décodeur, sachant qu'un décodeur va utiliser plusieurs adresses successives comme nous le verrons par la suite. Et en dessous, on vous indique le numéro du premier accessoire. Si vous saisissez l'adresse DCC2, vous pouvez voir que le premier accessoire a le numéro 5. Le mode d'adressage. Il y a deux modes d'adressage, adressage RCN213 ou adressage multimouse. Il faut savoir que les commandes multimouse induisent un décalage d'adresse. Par exemple, l'adresse 1 configurée dans le décodeur ne correspond pas à l'adresse 1 commandée par la multimouse. Si vous sélectionnez multimouse, le décodeur va tenir compte de ce décalage et va répondre correctement à une commande émise par une multimouse. Si vous ne faites pas de commande par multimouse, à ce moment-là, il faut sélectionner adressage RCN 213. Le mode de commande du décodeur. Les décodeurs d'accessoires peuvent être commandés en mode simple, ce qui correspond à la commutation d'accessoires, ou alors en mode étendu. On parle de DCC étendu. La commutation d'accessoires correspond au premier choix. Les deux choix suivants correspondent au DCC étendu, avec soit une table de commande fixe ou soit une table de commande variable. Les explications sur le mode de commande seront données par la suite. Lorsque vous mettez votre décodeur sous tension, avant qu'il n'ait reçu une commande soit d'une multimouse, soit d'un logiciel du pilotage, quel est l'aspect des signaux à ce moment-là? Vous pouvez choisir plusieurs aspects. Soit les signaux sont tous éteints, soit ils sont allumés, ce sont tous les feux des signaux qui sont allumés,
soit tous les feux clignotent, soit les signaux présentent l'indication la plus impérative. Si c'est un carré, il présente carré. Si c'est un carré violet, il présente carré violet. Si c'est un sémaphore, il présente sémaphore. Si c'est un avertissement, il va présenter un avertissement. Et si c'est un disque, il va présenter le disque. Vous choisissez une de ces possibilités par rapport à ce que vous souhaitez. La cascade des feux. Alors, suivant les époques, à la SNCF, le passage d'une indication carré à une indication voie libre ou une indication sémaphore à une indication voie libre ne se faisait pas instantanément. Avant 1971, sur les premières générations de feux lumineux, on passait de carré à voie libre en passant par le sémaphore puis l'avertissement. Entre 1971 et 1983, pour certaines technologies, on passait de carré à voie libre par l'avertissement. Carré, avertissement, voie libre. Pour les générations modernes de POS, on passe directement du carré à voie libre. Donc vous pouvez choisir la cascade des feux qui correspond à l'époque de votre réseau. Et le temps d'affichage de chaque indication peut être précisé au moyen de cette liste déroulante de 0,5 à 1 seconde par pas de 100 millisecondes. Sur un signal, il peut y avoir plusieurs éléments. Tout d'abord, une cible et éventuellement un œilleton. Alors je dis éventuellement un œilleton parce que certaines cibles, comme les cibles rondes, n'ont pas d'œilleton, et des panneaux de type sémaphore avertissement, SAVL, même si à une époque il y a eu des œilletons, aujourd'hui il n'y en a plus. On peut rencontrer sur un signal un tableau indicateur de direction, éventuellement. On peut avoir aussi des tableaux lumineux ou des voyants. Nous allons voir comment configurer chacun de ces éléments dans le décodeur d'accessoires pour signaux de l'IGA. Les onglets éléments vont permettre de définir les différents éléments présents sur les signaux raccordés au décodeur. Nous voyons ici l'exemple d'une cible sémaphore avertissement voie libre SAVL qui est raccordée au décodeur. Lorsqu'un élément est vide, il a cet aspect-là, uniquement un bouton de choix. On clique sur le bouton de choix, il y a une fenêtre avec un certain nombre d'onglets qui va vous permettre de sélectionner le type d'élément, soit une cible, soit un tableau indicateur de direction, soit un tableau lumineux. Pour les cibles de type A, elles apparaissent ici avec les différentes indications possibles. Les cibles de type C, les cibles de type F, les cibles de type H et enfin les cibles de type R. Imaginons que nous avons un simple carré. Carré, sémaphore, avertissement, voie libre. On le sélectionne en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de la cible avec les indications que l'on souhaite. Cette cible va apparaître dans la fenêtre de l'élément. Elle est dessinée. Nous avons à droite du type d'élément le choix de l'alimentation. Soit c'est une cible qui est à plus commun ou une cible à moins commun. Les indications fixes apparaissent ici. Elles sont grisées, on ne peut pas les modifier. Seul l'œilleton peut être sélectionné ou non. Pourquoi? Parce que des fabricants de signaux installent ou n'installent pas l'œilleton. Donc en fonction du type de signal que vous avez, vous pouvez, s'il n'y a pas d'œilleton, le désélectionner, ce qui évite d'utiliser une sortie qui ne sera raccordée à rien sur le décodeur. Ensuite, vous allez pouvoir spécifier quelles sont les indications clignotantes qui vont être présentes. Si vous voulez faire du S-CLI, du A-CLI ou du VL-CLI, vous les sélectionnez.
Et ensuite, on a les indications simultanées. Alors sur ce type de cible, il n'y a pas d'indication simultanée. Allons choisir une cible de type H. La cible, non pas la plus complexe, je n'aime pas trop le terme complexe, mais la plus complète, celle qui présente le plus d'informations simultanées qui peuvent être présentées sur ce type de cible, c'est cette cible-là. Donc voyons les indications et l'œilleton, comme tout à l'heure. Les indications clignotantes, il y en a 6 possibles. Sémaphore clignotant, manœuvre clignotant, rappel de ralentissement 60, avertissement clignotant, ralentissement 60 et voie libre clignotant. Les indications simultanées qu'on va pouvoir trouver sur ce type de cible avec les indications présentes, c'est le rappel de ralentissement avec l'avertissement ou l'avertissement clignotant, c'est le rappel de ralentissement 60 ou rappel de ralentissement clignotant avec l'avertissement ou l'avertissement clignotant. Et enfin, on peut trouver le ralentissement 60 avec l'avertissement clignotant. Pour le ralentissement, c'est la seule indication simultanée. Il n'y a jamais de ralentissement 60 avec un avertissement fixe ou de ralentissement 30, c'est-à-dire ralentissement fixe, avec un avertissement ou un avertissement clignotant. La table de commande apparaît en dessous et bien sûr le branchement des feux. Et on peut voir que si je sélectionne œilleton, l'œilleton s'est rajouté dans les sorties. Donc là, c'est 8 sorties. C'est le maximum de sorties qu'on peut utiliser sur un signal. La table de commande. Alors, nous avons sélectionné ici décodeur d'accessoires simples, c'est-à-dire le mode de commutation d'accessoires. Dans cette partie de la fenêtre, on va vous indiquer pour chaque indication quel est le numéro d'accessoire et comment il faut le commander. Pour l'indication C, c'est l'accessoire numéro 9, la commande 0 ou off, ou le bouton rouge quand vous avez des petits panels de commande sur certaines centrales. Le sémaphore, c'est l'accessoire 9 qu'on commande à on ou à 1, etc. Et la dernière indication, c'est voie libre, c'est l'accessoire numéro 17 et la commande on. Si nous sommes dans le mode DCC étendu, décodeur d'accessoires étendu, dans le cadre de la table de commande fixe, nous la sélectionnons. Nous revenons à notre élément. Nous voyons que là, nous n'avons plus accessoire, mais adresse, puisque le mode DCC étendu consiste à envoyer un chiffre, un nombre compris entre 0 et 255 à une adresse, à l'adresse du décodeur, ou tout au moins à l'adresse qui correspond à l'élément cible qui est représenté là. Nous voyons que pour carré, c'est la commande 0, toujours à l'adresse 3, sémaphore 1, sémaphore clignotant, 2, etc., jusqu'à voie libre qui est 17. Ça, c'est une table fixe, c'est-à-dire qu'un voie libre sera toujours 17, même sur un signal sémaphore avertissement voie libre. Cette table est reprise dans les annexes de la notice papier du décodeur de signal SNCF. Si nous supprimons une indication, par exemple sémaphore clignotant, vous voyez sémaphore clignotant est ici, c'est la commande 2, et manœuvre, c'est la commande manœuvre clignotant, c'est la commande 3. Si je désélectionne sémaphore clignotant, on voit que sémaphore clignotant n'apparaît plus dans la table, que manœuvre clignotant a conservé son numéro 3 et que le numéro 2 n'apparaît plus. Si nous choisissons table de commande variable, à ce moment-là, ce n'est plus la table qui est présentée en annexe de la notice papier, c'est une table qui va être dynamique. C'est-à-dire que la première indication la plus impérative du signal aura 0 et on va aller dans l'ordre croissant. Vous voyez que mcli est devenu 2 par rapport à tout à l'heure. Sémaphore c'est 1, manœuvre clignotant c'est 2, etc. jusqu'à voie libre qui doit être à 16. Si je rajoute mon sémaphore clignotant, vous voyez que sémaphore clignotant a pris le 2 et que manœuvre clignotant est revenu à 3.
Et c'est valable aussi, par exemple, pour manœuvre clignotant. Je le supprime, il disparaît de la liste, mais la numérotation reste croissante sans trou. Donc ces fonctions de votre sensibilité, de ce que vous avez envie de faire, soit vous dites je donne toujours 0 au carré, 1 au sémaphore, ou soit j'utilise des nombres croissants parce que c'est plus pratique lorsque j'écris les différentes équations d'un signal. Pour l'indication carré, ben ça sera 0, celle qui est moins impérative 1, etc. jusqu'à l'indication la plus permissive. Les tableaux indicateurs de direction. Choix, l'onglet tableau indicateur de direction, et là on va vous proposer TID2 à TID5. Je vais choisir le TID4 par exemple, il apparaît ici, toujours l'alimentation. Bien sûr, là, il n'y a pas de différentes indications possibles, donc c'est vide. On retrouve les commandes. On voit que c'est 0 pour éteindre le TID, 1 pour un feu, 2 pour 2 feux, 3 pour 3 feux, 4 pour 4 feux, en DCC étendu, et le branchement des feux qui est ici. Les tableaux lumineux ou voyants. Nous allons dans l'onglet tableau lumineux, et vous pouvez associer au signal 1, 2, 3 ou 4 tableaux lumineux. Tableau lumineux ou voyant, puisque ce sont des sorties, vous branchez derrière ce que vous voulez. Si je choisis deux tableaux lumineux, plutôt que d'indiquer qu'il y a deux tableaux lumineux, on a dessiné deux tableaux lumineux ici. Et toujours pareil comme le TID, la table de commande et le tableau 1 est branché en sortie 4, le tableau 2 en sortie 5. Si je choisis un tableau lumineux 3, vous voyez qu'on en a 3. Et si je choisis 4 tableaux lumineux, nous avons 4 tableaux lumineux. Bien sûr, ce ne seront pas forcément ces tableaux-là que vous avez, mais c'est uniquement indicatif. Puisque vous voyez 4 tableaux lumineux, ben vous savez qu'il y en a 4 de raccordés. Et vous avez la table de commande, sachant que vous avez en DCC 0 qui éteint l'ensemble des tableaux lumineux. Et ensuite, vous allez pouvoir allumer ou éteindre séparément chacun des tableaux lumineux. Par contre, lorsqu'on est en DCC commutation d'accessoires, là il n'y a pas de commande qui éteint l'ensemble des tableaux, c'est chaque tableau qui doit être allumé ou éteint séparément. Puisque pour 4 tableaux, ça correspond à une adresse DCC et 4 accessoires. Dans la partie inférieure de la fenêtre, il est indiqué le nombre de sorties libres. Lorsque le décodeur est livré, en sortie d'usine, il y a 5 feux SAVL, sémaphore, avertissement, voie libre, sans œilleton. Ce qui fait 15 sorties, il reste donc un élément qu'on peut choisir avec une sortie. Si on clique sur choix, dans la fenêtre, toutes les cibles ou tableau indicateur ou tableau lumineux qui ont plus qu'une sortie, qui ont 2, 3, 4, etc., vont être désélectionnées. Toutes les cibles vont être désélectionnées parce que le minimum d'une cible, c'est 2 feux. Les tableaux indicateurs de direction, bah, c'est minimum 2, donc on ne peut pas les sélectionner. On pourra simplement sélectionner un tableau lumineux. Et là, le nombre de sorties passe à 0. Si on veut modifier, alors que le nombre de sorties est à 0, un élément. Cet élément occupe 3 sorties. Donc là, on va vous afficher toutes les cibles ou tableaux lumineux ou tableaux indicateurs de direction qui vont de 1 à 3 sorties. Vous voyez, ici nous avons que certaines cibles avec certaines indications qui sont sélectionnées. Là on peut aller jusqu'à un TID 3 et là on peut sélectionner jusqu'à 3 tableaux lumineux.
En partie inférieure de la fenêtre, nous avons un certain nombre de boutons. Un bouton pour enregistrer sa configuration. Alors avant de l'enregistrer, il est bon de donner un nom au signal pour pouvoir le retrouver par la suite. Voilà, j'ai mis le nom décodeur tutoriel. Je l'enregistre. Vous avez une fenêtre qui vous dit que le fichier est sauvegardé. Alors on vous donne le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est toujours le numéro de série du décodeur. Et on vous indique dans quel répertoire il est sauvegardé. Il est toujours dans mes documents, dans un répertoire LIGEA et un sous-répertoire LEA. Le bouton avec le dossier va vous permettre de charger une configuration. Vous avez configuré un premier décodeur. Vous voulez en configurer un deuxième qui est identique. Vous pouvez rappeler la configuration du premier et l'appliquer au deuxième. Cliquez, vous avez une fenêtre qui apparaît avec uniquement les décodeurs de signal, les différents décodeurs, leurs différents noms. Vous le sélectionnez et vous le chargez. Voilà. Ici, vous pouvez revenir aux paramètres d'usine. En cliquant sur ce bouton, vous allez remettre 5 signaux sémaphores avertissement voie libre. Un bouton qui permet d'annuler les modifications. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous revenez dans la configuration qui était celle lorsque vous avez téléchargé les CV, les variables de configuration. Lorsqu'on fait une modification, vous voyez, je fais une modification, je rajoute un œilleton à ce signal. Bien sûr, annuler modification apparaît pour vous permettre de l'annuler. Et vous avez ce bouton qui est à droite avec le petit éclair qui va permettre de transférer toutes vos modifications dans le décodeur. Donc lorsque vous cliquez dessus, voilà, les CV sont enregistrés dans la mémoire EEPROM du boîtier. Et à ce moment-là, les modifications, le bouton de modification disparaît et le bouton d'enregistrement disparaît aussi puisque ce qui est affiché à l'écran est la copie de ce qui est dans le décodeur. Je redésélectionne mon œilleton et voilà, c'est très rapide, sachant qu'il ne met à jour que les CV qui ont été modifiés. Il ne réinscrit pas tous les CV. Pour terminer ce tutoriel, quelques précisions sur la gestion des différents éléments, des différents onglets éléments. Vous voyez ici, nous avons 5 éléments. Il n'est pas possible de supprimer un élément qui se trouve entre deux éléments renseignés. Seul le dernier élément peut être supprimé. Vous voyez, élément 6, il n'y a rien. Sur l'élément 5, le bouton suppression apparaît. Et non pas sur le 4, ni sur le 3, ni sur le 2, etc. Donc je peux supprimer l'élément numéro 5, qui va devenir un élément vide. Et comme c'est le dernier élément vide, l'onglet numéro 6 a disparu. Je peux supprimer le 4. Je peux supprimer le 3. Je peux supprimer le 2. Par contre, l'élément numéro 1 ne peut pas être supprimé, puisqu'il faut qu'il y ait au moins un élément dans le décodeur. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse contact@ligea.fr. Nous y répondrons rapidement. Merci pour votre attention.